va enchaîner sur la séquence suivante. On a beaucoup parlé de liberté, leur choix, leur droit, autodétermination. Monsieur Dupire a dit qu'il était nécessaire que la parole des personnes soit au centre de leur envie et de leurs besoins. Et pour favoriser l'autodétermination, l'accessibilité, etc., il y a une instance nationale qui existe, qui s'appelle le Conseil national consultatif des personnes handicapées. Et je vous propose d'accueillir son président, Jérémy Bourrois, pour qu'il vienne un petit peu nous présenter le CNCPH, le Conseil national consultatif des personnes handicapées, comment il œuvre, il milite pour faire évoluer non seulement la réglementation, mais aussi pour que la réglementation s'applique. Et quelles sont ses principales revendications? Merci Jérémy. Je te laisse te présenter peut-être. Merci, bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre invitation. Un petit mot pour me décrire. Donc, je suis assis sur la scène à côté d'Antoine. Je porte aujourd'hui un jean. J'ai une veste bleu marine en velours, une chemise bleu clair. J'ai les cheveux très courts. Et comme ils sont courts, on voit que j'ai de l'appareil auditif dans mes deux oreilles. Voilà, alors avant de démarrer, je voudrais vous demander un service dans la salle, c'est de m'aider à être sûr que quand je parle, on me comprend. Que je ne viens pas pour m'écouter, mais je viens vraiment pour qu'on puisse se parler. Est-ce qu'au fond, vous m'entendez? Bien, vraiment, voilà, vous levez la main, c'est super. Donc, vraiment, surtout, dès que je parle trop vite ou j'utilise des mots un peu bizarres, ou des acronymes, surtout, vous m'arrêtez tout de suite. On est là pour se parler, se comprendre. Donc, je suis le président du Conseil national consultatif des personnes handicapées, qui est le lieu où on va privilégier la co-construction des politiques publiques en nous assurant de la participation et de la représentation des personnes handicapées à ces travaux-là. Donc, très concrètement, ça veut dire que dans une instance, on a les représentants des personnes handicapées avec leurs associations. On a des représentants aussi de familles, on a un peu de représentants de professionnels, d'organisations syndicales. Mais depuis une réforme qu'on a engagée il y a quelques mois maintenant, on a voulu faire en sorte que les personnes handicapées aient la plus grande parole possible. En fait, le CNCPH, il a été créé il y a très longtemps, en 1975. Et au fil du temps, on s'est aperçu que même si on disait Conseil national consultatif des personnes handicapées, quand on se mettait face à la salle, quand on écoutait les interventions, on pouvait, moi le premier, se demander où étaient les personnes handicapées. Parce qu'on a pris l'habitude de un peu déléguer notre parole à d'autres. On a parfois pris l'habitude aussi de laisser d'autres prendre la parole à notre place. Et donc, même si le sujet du handicap, de l'autonomie, de l'accessibilité dans la vie de tous les jours concerne absolument tout le monde, c'est un sujet de société, qui concerne absolument tous les citoyens, tous les acteurs publics, tous les acteurs économiques. C'était quand même un peu bizarre qu'au CNCPH, finalement, les premières personnes concernées soient les plus minoritaires dans l'expression. Donc, c'est pour ça qu'on a voulu, alors ça n'a pas été simple, hein, qu'on a bousculé beaucoup d'habitudes. Certains se sont parfois sentis remis en cause dans leur engagement, alors qu'il s'agissait surtout d'apporter une plus juste place à la représentation directe des personnes concernées. Alors, comme on a fait un appel à candidature et on a demandé à des personnes de regarder précisément qui candidatait. Parce qu'on s'est aperçu aussi que beaucoup d'associations disent « nous sommes une association de personnes handicapées ». Et quand on regarde,
qui est dans le conseil d'administration, qui préside l'association, ben, encore souvent, ce ne sont pas des personnes handicapées. Ce sont des parents, ce sont des professionnels. Parfois, il faut une petite place à une personne handicapée parce que ça fait mieux. Hein. Parce qu'on se dit, le témoignage est intéressant. Mais ce n'est pas toujours donc des véritables associations de personnes handicapées. Les associations de personnes handicapées sont les associations où les personnes handicapées ont la majorité dans le conseil d'administration. Ce sont des associations où ce sont elles qui décident de ce qu'elles disent, qui décident de ce qu'elles veulent défendre. Et ça, c'est très important. Alors, on a essayé de le respecter au CNCPH et on s'est aperçu que c'est pas encore facile aujourd'hui en France de trouver beaucoup d'associations qui sont dans ces critères-là. On n'a rien inventé, hein. Ce sont des règles qui sont déjà appliquées dans d'autres pays. Donc il nous faut encore du temps et peut-être de la pédagogie et de l'encouragement pour que les personnes concernées se disent en fait, j'ai le droit de prendre la parole. Et comme ça m'intéresse, parce qu'on n'est pas obligé d'être intéressé, hein. C'est pas parce qu'on est handicapé qu'on a un mot à dire sur tout, et heureusement. Et parfois, on a, en fond de soi, un peu l'envie de le dire, de le faire et de s'engager. Et c'est extrêmement important qu'on puisse le faciliter, l'encourager et le permettre. Ça suppose une chose, mais je vais y revenir dans quelques instants, c'est évidemment que tous nos environnements soient accessibles. Je reviens dans quelques instants avec des exemples très concrets, cher Antoine. Ce CNCPH, donc, je disais tout à l'heure, il travaille à la co-construction des politiques publiques. Qu'est-ce qu'on a derrière ces mots un petit peu savants? En fait, c'est pour que, par exemple, quand le gouvernement prépare un projet de décret, un projet d'arrêté pour appliquer une loi, et qu'il y a un lien avec le handicap, eh bien, ils viennent demander l'avis du CNCPH. Qui viennent demander l'avis du CNCPH et qui viennent écouter les propositions qu'on peut faire pour améliorer les choses. Ça ne marche pas toujours. Le gouvernement, les gouvernements, depuis quelques années, viennent de plus en plus demander l'avis du CNCPH. Je ne dirais pas qu'il va jusqu'à l'écouter tout le temps, mais il est un petit peu plus disponible. Et nous travaillons avec le réseau des hauts fonctionnaires au handicap et à l'inclusion qu'il y a dans chaque ministère. Parce qu'en fait, vous le savez comme moi, la particularité du sujet du handicap, c'est qu'il est complètement transversal à tous les sujets de la vie de tous les jours. On a souvent l'habitude de dire il y a le sujet des personnes handicapées. Sauf que, en fait, nos sujets, c'est les mêmes sujets que tous les Français et tous les Européens. Notre sujet, c'est l'école, c'est les impôts, c'est la justice, c'est les transports, c'est la culture, et c'est la santé, etc. Et donc, il faut, et c'est un peu la mission qu'on s'est donnée au CNCPH, faire en sorte que tous les ministres en France travaillent sur la question dans leur ministère et qu'ils considèrent les personnes handicapées comme n'importe quel autre citoyen du pays. C'est quelque chose qui n'est pas évident parce qu'on a encore cette habitude qui vient d'un héritage très lourd où on se dit les personnes handicapées, c'est une catégorie de personnes qui ont leur politique, qui ont leur dispositif, qui ont leur association, qui ont parfois leur ministre. Et c'est ça qu'on doit vraiment casser et changer. Donc, depuis quelques années, il y a en France le comité interministériel du handicap. Vous connaissez ça?
Non? Maxime en a un peu parlé. Il a parlé de la CNH et du CIH. C'est le lieu où le Premier ministre, la Première ministre, c'est selon, réunit les ministres et leur demande de faire le point sur leur feuille de route et leur bilan sur le sujet du handicap dans leur ministère. Et en fait, au TNTPH, c'est vraiment ce qu'on aime beaucoup faire. C'est d'aller au CIH pour vérifier que tous les ministres sont bien au rendez-vous et font le nécessaire dans leur secteur. Donc ça, c'est depuis quelques années vraiment ce qui nous a mobilisés et ce que nous continuons de faire. C'est un débat qu'on a eu encore il y a quelques jours. Vous l'avez tous vu, entendu, l'inquiétude dans le pays quand le Premier ministre et le Président de la République ont nommé un gouvernement et qu'il n'y avait pas de ministre en charge des personnes handicapées. Et beaucoup de monde a réagi en disant mais c'est un oubli, c'est un scandale, on ne peut pas avoir un gouvernement sans ministre en charge du handicap. Au TNTPH, on a dit un petit peu autre chose. Alors, personnellement, à titre personnel, moi j'ai dit je m'en fous en fait, mais je vais vous dire pourquoi. Et le TNTPH, il a dit mais en fait le plus important, avant de savoir s'il y a un ministre dédié ou pas, c'est de savoir comment tous les ministres vont travailler sur le sujet. Parce que l'accès aux droits communs et l'accès aux droits fondamentaux des personnes passent d'abord par le travail de tous les ministres dans leur domaine. Alors, finalement, le gouvernement a choisi de nommer une ministre en charge des personnes handicapées. Tant mieux, ça fait du renfort. C'est quelqu'un en plus qui permet d'accélérer un peu nos chantiers. Mais n'oublions pas que nos cibles à nous, c'est la ministre de l'Éducation nationale, le ministre de la Justice, le ministre de l'Économie, le ministre des Sports, la ministre de la Santé, le ministre des Transports, la ministre du Logement, etc. Voilà un peu notre manière de travailler au TNTPH, avec, évidemment, dans notre boussole, c'est l'application de nos lois, la loi que nous connaissons tous maintenant, celle du 11 février 2005, mais aussi la fameuse Convention relative aux droits des personnes handicapées des Nations Unies. C'est vraiment ces deux cadres-là qui nous guident dans nos travaux et qui nous amènent à faire aujourd'hui un premier bilan qu'on partage, je pense, avec vous tous. La promesse qu'on s'était faite en 2005 d'un pays parfaitement accessible, 10 ans après, puis avec quelques années supplémentaires avec les fameux agendas d'accessibilité programmés, cette promesse, elle est encore loin d'être tenue. Elle est encore loin d'être une réalité. Beaucoup de choses ont été faites. Beaucoup de choses ont été faites, beaucoup de progrès ont été réalisés. On le voit dans notre vie de tous les jours, mais le point d'arrivée est encore loin. C'est pour ça qu'on a choisi aujourd'hui de travailler sur un autre sujet qui est celui de se dire qu'est-ce qui manque en France pour que, premièrement, la loi soit appliquée, que nos droits soient respectés. Et deuxièmement, de faire le bilan sur la loi, par exemple celle de 2005, pour se dire qu'il y a des choses qui manquent dans cette loi-là, et qu'on n'a pas oublié des choses, et qu'il y a des choses qui finalement ont un peu changé. Je vais prendre un exemple que je connais bien à titre personnel, c'est celui de la télévision. Les personnes sourdes et malentendantes se sont beaucoup mobilisées pour que la loi en France dise qu'il faut que les programmes de télévision soient accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes. Donc la loi a dit, très bien, on va mettre le sous-titrage obligatoire
sur toutes les chaînes publiques. Les chaînes publiques, c'est les chaînes de l'État. Vous avez France 2, France 3, France 4, France 5, etc. Et les chaînes privées qui ont un minimum d'audience. Donc les plus grosses, c'est TF1, M6, Canal+. Donc, elles ont une obligation de sous-titrer tous leurs programmes. Et ça, elles le font. Elles le font maintenant. C'est une des dispositions de la loi qui a été assez rapidement appliquée. Mais la loi, elle a dit en 2005, on leur donne cette obligation, mais on va faire une exception. Les télévisions locales, on les enlève, c'est trop compliqué, et puis c'est pas important, en gros. En 2024, on se dit, les télévisions locales, finalement, les choses ont changé. Elles sont beaucoup plus importantes, on en a besoin dans notre vie de tous les jours, l'information locale est très présente, et en plus, la technologie a changé. Il n'y a aujourd'hui plus de contraintes pour que tout soit sous-titré sur les télévisions locales. Et par exemple, pour qu'on puisse comprendre les débats au moment des élections municipales et des élections législatives. Donc là, on se dit, ça mériterait de mettre à jour la loi. C'est un exemple, il y en a beaucoup d'autres. Et comme on ne sait pas tout au TNTPH, loin de là, on a choisi donc de lancer une consultation pour aller demander l'avis de tout le monde. L'avis des personnes handicapées, qu'elles soient dans une association ou non, l'avis des acteurs publics, privés du pays, des élus, un peu tout le monde, pour qu'on puisse, dans quelques semaines, se dire, en fait, pour qu'une loi soit complète, et surtout qu'elle soit suivie des faits, eh bien, voilà ce que nous proposons pour améliorer les choses. Et il y a une consultation qui a été lancée, me semble-t-il. Alors, on a démarré tout doucement, il y a 10 jours, avec un site internet où on peut faire des premières propositions très libres. Et lundi, donc lundi 21 octobre, on va lancer une nouvelle étape avec un site internet encore plus complet, avec un agenda où on va dire dans quelle région on va aller organiser des réunions. Donc en fait, on est vraiment à votre disposition pour venir là où vous êtes, animer des réunions avec vous pour réfléchir à la manière de faire remonter ces propositions. Tout à l'heure, quand je parlais de ce que nous devions faire au TNTPH pour être vraiment l'endroit où les personnes handicapées prennent la parole et participent au sujet qui les concerne, j'ai oublié de préciser une chose. C'est que dans notre difficulté à identifier les associations qui sont vraiment gouvernées par les personnes handicapées, on voit aussi qu'il y a des personnes qui ne sont pas encore dans les associations parce que souvent elles n'en donnent pas forcément les moyens, elles n'en ont pas les moyens. Souvent elles sont dans les établissements où on ne leur dit pas qu'elles peuvent participer à une association. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on veut contribuer à changer et à aller directement avec vous dans les lieux où il y a encore des personnes handicapées qui vivent ensemble pour leur donner le micro, leur donner le crayon et dire avec nous ce qu'il faut qu'on fasse pour changer la loi. Merci. Est-ce qu'il y a des premières réactions ? Oui. Il y a Benoît qui vient de timidement lever la main, mais l'a levée. Bonjour, je m'appelle Benoît, je suis dans la Meuse, je suis administrateur et délégué de nous aussi de Meuse. Moi, ma question s'adresse à monsieur. Vous dites, c'est qui la ministre de handicap aujourd'hui? Et vous avez des pouvoirs sur elle? Parce que souvent les ministres, ils ne viennent pas aux réunions que nous faisons. Et en 2018,
Il y a la ministre qui est venue. Alors, la ministre, qui s'appelle Charlotte Parmentier-Lecocq, elle a choisi, le jour où elle a été nommée, où elle a pris ses fonctions, de faire son tout premier rendez-vous officiel de ministre avec moi. Alors, est-ce que c'est de la chance ou est-ce que, entre nous, c'est normal? Je vous laisse en juger, mais en tout cas, j'ai vu un encouragement à poursuivre dans cette voie hein, de la collaboration avec elle. Mais non, je n'ai pas de pouvoir, ni sur la ministre, ni sur aucun ministre, ni sur personne, ni sur qui que ce soit. En tout cas, j'ai le pouvoir sur moi-même, hein, j'essaye. Mais ce qu'on arrive à faire avec le temps, en montrant que ça devient intéressant pour tout le monde de participer aux travaux du TNTPH, c'est que de temps en temps, ils prennent un peu plus de temps de venir échanger avec nous. Par ailleurs, il y a le fameux comité interministériel du handicap, la réunion où il y a le Premier ministre, les ministres. Donc maintenant, avec une décision de Jean Castex, quand il était Premier ministre, c'est 2 fois par an. Il y a une autre réunion qui s'appelle la Conférence nationale du handicap. Ça, c'est la loi qui l'a prévue en 2005 et qui a dit tous les 3 ans, le président de la République réunit tous les acteurs de la politique qui concerne les personnes handicapées pour faire un bilan et parler de la suite. Et voilà, donc la dernière, elle a eu lieu en 2023. Et c'est aussi un lieu, même si c'est un peu c'est pas très spontané, c'est un lieu où les ministres et les personnes handicapées peuvent échanger. Voilà. Mais une chose qui est très importante pour nous tous ici, c'est que pour que cette participation soit possible et que... vous voulez parler? On va vous donner le micro tout de suite. Allez-y, allez-y. On vous donne juste le micro pour qu'on puisse vous entendre. Oui, oui, je m'appelle Sandra Marx. Je voulais vous dire, vous avez de la chance que vous pouvez vous exprimer sur scène, que moi je peux pas. J'avais un bon projet à dire. Ça me tenait à cœur de le présenter. Et ça m'a été refusé. Et ça m'a pas plu. Vous aimeriez qu'il y ait plus d'endroits où les personnes... Non, je veux dire, comme on est ici, j'aurais bien voulu présenter mon parcours. Ça me tenait à cœur. Pourquoi, comment je voulais faire ça, tout ça, voilà. D'accord. Mais et ça n'aura pas duré longtemps. Et oui, tout le monde a des parcours de vie qui peuvent durer longtemps, qui sont longs et avec des histoires à raconter. Et on peut pas, si on fait le parcours de vie de tout le monde, ça va être compliqué. L'idée ici, et Jérémy est là notamment pour les entendre et les faire remonter, c'est si vous avez une demande importante par rapport à la loi, par rapport à l'accessibilité, c'est que vous puissiez aussi nous le dire pour qu'au CNCPH, ils en débattent et éventuellement ils émettent un avis sur des propositions que vous auriez à faire. C'est le premier jour quand on est arrivé ici, je me suis vu sur l'écran, mais j'ai pas dit grand chose. J'avais pas dit assez. J'en préférais le présenter pour de vrai. Ben écoutez, moi ce que je vous propose, c'est que la prochaine fois qu'on organise une journée,
Vous venez me voir après et puis on voit éventuellement si vous pouvez venir témoigner, d'accord? Ah, ça va pas durer longtemps. Je vais compléter. Ah ouais. Oui, je suis OK. Oui, Le micro fonctionne ou pas? Vous m'entendez dans le... Ah oui, ça sort, ok, super. Ouais, j'entends que vous êtes un petit peu déçu que vous ayez pas plus passé à l'écran pendant le petit film. Hein, alors moi, je reconnais madame, parce que donc elle a fait partie des témoins sur la vidéo qu'on vous a diffusée au début. Donc c'était un montage, on a reçu beaucoup de vidéos, parce qu'on a eu beaucoup de volontaires, et ça c'était vraiment super. Si on avait diffusé toutes les vidéos, ça aurait duré 1h30. Alors évidemment, ça s'appelle plus un petit film, ça s'appelle carrément un long métrage, quoi. Donc il a fallu faire des choix. Ce choix a été fait par des professionnels du cinéma, pas nous, d'un ESAT. Et donc on a aussi essayé de respecter le montage. Mais votre petite déception, moi je vous invite à la prendre comme un encouragement. Si vous avez envie de prendre la parole plus, ça veut dire que vous serez, comme l'a dit Antoine, volontaire pour participer à d'autres événements. Je crois savoir que dans votre association, il y en a régulièrement. Je regarde son directeur général en parlant, mais il me semble qu'il me dira pas non. Donc voilà, continuez à vouloir prendre la parole. Moi, je prends votre déception comme une vraie volonté de participer encore et toujours. Voilà, merci à vous. Moi, je vois bien. Il y a deux autres questions. Alors, je vois pas en haut. Et ici aussi. Alors, là, hop. Puis là, puis là, puis là. Et après, on va... Bonjour, je m'appelle Perrine. Je travaille en cuisine centrale sur Thierville. Et ça fait combien de temps que vous faites ce métier-là? Alors, en fait, ce n'est pas un métier, c'est une fonction qu'on fait en plus de mon travail. Et moi, je suis président du CNTPH depuis bientôt 5 ans. J'ai commencé en janvier 2020. Ah. Voilà. C'est juste derrière, pardon. Et les projets que vous voulez mener, vous vous mettez combien de temps pour les créer? Alors, avant de répondre à votre question, il faut que quelqu'un m'aide à comprendre ce que vous avez dit, parce que, comme je vous disais tout à l'heure, moi je suis sourd. Oui. Et donc, comme je suis sourd, j'ai besoin de lire sur les lèvres, et pour pouvoir le faire de façon confortable, j'ai besoin, en particulier dans les réunions, qu'il y ait le sous-titrage en direct et, quand tout va bien, une boucle magnétique dans la salle. Et ça, pour moi, c'est la condition de ma participation aux réunions, aux rendez-vous, aux échanges, pour que je puisse faire la mission qui est la mienne. Donc, c'est ce que je voulais dire il y a quelques minutes. On peut parler de participation autant qu'on veut. On peut appeler à l'engagement des uns et des autres, leur dire qu'ils sont les bienvenus, etc. Mais si l'accessibilité n'est pas en place avant, en amont, les conditions ne sont pas réunies pour que telle participation soit possible. Alors souvent on dit oui, on va s'arranger, on va trouver une solution, etc. Ça, c'est le bricolage, c'est mais c'est parfois le bon sens qu'il faut qu'on puisse avancer. Mais la règle du jeu, c'est d'abord l'accessibilité. Et l'accessibilité, ça veut dire que quand on va quelque part, qu'on est dans un environnement, on a besoin de rien faire. C'est prévu. On n'a pas besoin de dire « j'ai besoin d'eux, pouvez-vous me donner tel service ?» etc. Ça, c'est l'accessibilité, parce qu'on est complètement autonome. Parfois, quand l'accessibilité n'est pas possible, ou parce qu'on a des contraintes personnelles plus importantes de ce qui est prévu, il y a des solutions, d'accompagnement, pour que l'autonomie soit encore plus possible. Mais la règle du jeu, c'est d'abord l'accessibilité. Et l'accessibilité, c'est j'anticipe sur les besoins
possible des personnes, et je n'attends pas qu'elles me le disent, c'est prévu sur place. Donc, alors, c'est pas facile, c'est pas toujours possible, mais moi, avec le temps, aujourd'hui j'ai 48 ans, aujourd'hui avec le temps, je me pose de plus en plus la question de quelles sont mes limites, que j'accepte ou pas. Donc, ça m'arrive, des fois dans les réunions, de dire, tac, c'est non, t'es sans moi, il n'y a pas d'accessibilité, je ne peux pas participer. Je n'arrive pas à le faire toujours. J'ai hésité ce matin. Vous êtes sûr que j'arrivais, bon, mais bon, allez, je suis là, je suis à Strasbourg, il y a des gens dans la salle, donc je reste, et puis en plus, c'est pour qu'on se parle. Mais dans d'autres situations, je me dis qu'il faut dire non. Et en fait, c'est la même chose pour nous tous. Il faut que nous puissions être encore plus à l'aise pour refuser ce qui n'est pas accessible. C'est pour ça qu'il y a des lois. Ce qu'on ne sait pas encore faire en France, me semble-t-il, c'est de défendre nos droits pour que la loi soit appliquée. On a considéré trop longtemps l'accessibilité comme une option, alors que c'est une obligation. C'est une obligation pour les lieux, c'est une obligation pour les personnes qui travaillent dans ces lieux, et il faut vraiment que maintenant, nous passions à une nouvelle étape en France, qui est celle de l'application effective de la loi, quitte à engager des procédures contre les personnes qui ne le font pas. C'est peut-être pas la seule solution, mais c'est en tout cas une des solutions que nous devons maintenant essayer. Alors, je vous redonne la parole, monsieur. En fait, je n'ai pas compris votre question parce que vous êtes derrière quelqu'un qui a la tête devant vous, donc je ne me vois pas. Du coup, je disais, comment vous mettez en œuvre vos projets que vous mettez en place, en fait? Comment vous mettez en œuvre les projets et revendications? Alors, comme nous, notre rôle, c'est de faire connaître nos propositions. Comme nous, voilà, on donne un avis, on fait des propositions, donc on n'est pas toujours en situation de faire appliquer nous-mêmes nos propositions, parce que ça dépend des acteurs, les ministres, les acteurs privés, etc. Donc, parfois, il y a des choses qui peuvent aller très vite, parce qu'il y a un groupe de travail qui s'est mis en place, et puis il y a quelqu'un dans un ministère, quelqu'un dans un autre ministère qui dit qu'on a envie de trouver des solutions là, maintenant, tout de suite. Et parfois, donc, il y a des choses qui peuvent, en quelques semaines, se régler, parce qu'on a trouvé avec qui parler. Parfois, il y a des choses qui mettent des années, l'éternité. Donc, il n'y a pas de règle pour tout. Mais une chose est certaine, c'est qu'il faut toujours essayer. Et il faut toujours recommencer quand on n'a pas obtenu ce qu'on voulait. Ne rien lâcher. C'est très important. Merci. Je pense que c'est un beau mot de conclusion. Merci. Merci beaucoup, Jérémy.